féline et sensuelle avec ses courbes parfaites comme si elle avait été polie, sculptée par le va-et-vient quotidien des vagues qui fouettent inlassablement son corps comme un galet humide au bord de l'océan, la chatte alias Greer Nelson apparaît en novembre 1972 dans The Claw of the Cat, premier du nom. Héroïne secondaire du monde de Marvel, il ne faut pas la confondre avec Hellcat alias Patsy Walker, jeune héroïne de Timely, réapparaissant lors du mariage de Jen et Red Richards dans les pages de Amazing Adventure numéro 13 de juillet 1972, devenant un temps l'allié du fauve. Une Patsy Walker déçue par son mariage avec Buzz Baxter, qui décide de devenir une super-héroïne en prenant le costume de la chatte dans l'Avenger 144 en février 1976. Il était donc bon de commencer par ce rappel essentiel pour ne pas se perdre dans la confusion des deux personnages qui ont porté le même costume et dont les deux ont porté le nom de la chatte en français. Et non, ne comptez pas sur moi pour vous faire une vieille blague éculée, et j'ai bien dit éculée sur ce sujet. Ici nous parlons bien de The Cat, dit Greer Nelson, dont le destin va changer après avoir rencontré le docteur Johan Tumulo, membre du peuple chat qui va donner ses pouvoirs de félin à la jolie Greer. En apparaissant dans les pages de The Claw of the Cat numéro 1, la jolie fille fait partie d'une initiative éditoriale menée par Stan Lee et Roy Thomas, destinée à proposer aux lecteurs de Marvel des séries avec pour vedette de nouvelles héroïnes, dont Shanna the She-Devil et Night Nurse. L'une des particularités remarquables des trois séries est que le poste de scénariste est tenu par une femme, et dans le cas de The Cat, c'est Linda Fitt, la femme de Herb Trim, qui se charge d'écrire les histoires. La place de la femme, c'est à la cuisine! Toutes ces séries ne vont pas durer bien longtemps, mais contrairement aux deux autres héroïnes, Greer Nelson va pourtant survivre à sa série, comme nous allons le voir aujourd'hui. Est-ce que pour autant les lecteurs des Années Strange ont eu la chance de suivre ses aventures dans le lore marvelien avec facilité? Eh bien, pas aussi facilement qu'on pourrait le penser, et je me propose de vous présenter ce parcours dans cette vidéo légère et félinesque, pour ne pas dire esthétique. Laissez-vous aller par ma verve épique, installez-vous confortablement, je veux que vous soyez à l'aise et les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Merci monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. Oh, you touch my tra-la-la. Ta gueule! Pour constituer le parcours de la chatounette a demandé de l'investissement, mais au diable l'avarice, je suis arrivé au bout de cette reconstitution que vous ne manquerez pas de récompenser par un pouce bleu et un abonnement. Le premier épisode de The Claw of the Cat a été publié en France dans le Strange Special Origins 157 bis de janvier 1983, même si la série avait déjà été publiée en 1975 chez Haredi dans les pockets des Vengeurs 12 à 15. Dessiné par Marie Séverin et Wally Wood, le premier épisode nous parle d'une veuve d'un policier qui devient l'assistante du docteur Tumolo, une chercheuse dont les projets sont financés par un entrepreneur un peu chelou quand même. Le gars a vraisemblablement un pet au casque, car il a peur d'être touché. Il est pas tactile, quoi. Greer va subir une expérience qui au final servira à arrêter le dangereux mécène phobique du contact corporel, dans une poursuite oppressante dans le noir qui provoquera une crise cardiaque fatale chez le vilain bonhomme, qui se sentira acculé, et j'ai bien dit acculé, par le harcèlement de la chatte, et il n'y a aucune connotation sexuelle dans cette phrase. Cet épisode dynamique, dense et rempli de pathos, pose les bases de la série. Les lecteurs français des Années Strange, qui n'avaient pas connu la période Haredi, ont dû se contenter de cela dans les années 80, alors qu'il existe pourtant 3 autres épisodes après ce premier récit. Le numéro 2, publié en janvier 1973, excellent mois et excellente année, est toujours réalisé par Linda Fitt et Marie Séverin. Il nous montre comment The Cat doit empêcher l'enlèvement du docteur Tumulo par le hibou et ses joujoux en forme de cailloux au niveau du genou. C'est trop chou. Arrête ça, s'il te plaît. Le hibou, qui, comme vous le savez, est l'un des adversaires récurrents de Daredevil. Oui. Dans le troisième épisode d'avril 1973, Greer affronte un vieil ennemi de Namor, apparu dans le Submariner numéro 27 en 1970, et que de le nommer, je n'ai guère le choix, le fameux Commander Kraken et son crochet électrifié, sorte de pirate cyborg des temps modernes, ayant travaillé pour Hydra. Complot et laboratoire sous-marin sont au programme de ce récit, moins bien dessiné, et les ancrages de Bill Everett n'aident pas la fluidité du visuel. On ne peut pas dire que c'est du croustifondant. La fin de l'épisode promet l'arrivée d'une terrible sorcière, mais cette accroche est mensongère car le quatrième épisode, dessiné par Jim Starlin et Alan Weiss, met en scène une incroyable bagarre avec Man Bull. La tristesse de la série, c'est que la chatte n'a pas ses propres ennemis, mais plutôt ceux de Daredevil ou d'Iron Man, et ce n'est vraiment pas la fête à la saucisse. Saucisse! Et cette quatrième histoire est totalement déconnectée de la continuité de la série, il semblerait que l'histoire ait été réalisée à la va-vite. On notera le caméo de Starlin et Weiss dans la première case du récit. Et c'est avec ce quatrième épisode que s'arrêtent les aventures de Greer Nelson dans le costume de The Cat. L'aventure aura tourné court. Toutefois, dans cet élan de professionnalisme et de générosité ostentatoire qui me caractérise, j'ai pu vous retrouver le fameux épisode avec cette sorcière dessinée par Ramona Fradon. Quelque peu décontenancé par la façon de travailler chez Marvel, car l'artiste avait besoin d'informations précises pour exercer pleinement son art, alors que dans la Maison des Idées, on lui proposait un script peu détaillé qui l'obligeait à découper l'histoire à la place du scénariste. Ramona aurait donc pris du retard, et son histoire de sorcière a été décalée au numéro 5, chose qui n'arrivera pas puisque la série est annulée après le 4e numéro. Ah!
Comme tous les super-héros qui se respectent, The Cat va ensuite passer par la case obligée des Marvel Team Up, numéro 8, en avril 1973, revue dans laquelle Spider-Man rencontre les autres vedettes de l'univers Marvel, sorte de promotion et de publicité déguisée en quelque sorte pour les équipiers de l'araignée. Jim Mooney est au dessin et à l'ancrage, tandis que Jerry Conway s'occupe du scénario. Les lecteurs français ont pu lire cette aventure dans le spécial Strange 7 datant de mars 1977. On retrouve ensuite The Cat dans les pages du Giant Size Creature numéro 1, daté de juillet 1974, et que les lecteurs français ont découvert chez Haredi dans Le Fils de Satan numéro 16, datant d'avril 1980. On constate que Greer Nelson a subi une métamorphose puisqu'elle revêt une fourrure orange avec des rayures noires et qu'elle apparaît sous une forme féline avec une queue et peu vêtue. Dans cet épisode, elle tient la vedette avec le Werewolf by Night, l'occasion de faire affronter les deux bestioles velues avant qu'elle s'allient contre Hydra pour vaincre l'organisation criminelle susdite nommée. Tony Isabella est au scénario et nous explique, dans un flashback, comment Greer découvre que le Docteur Tumulo appartient à une race d'humanoïdes félins dont les représentants vont lui faire subir une nouvelle métamorphose. L'épisode est fluide et généreux, construit sur un design de Jill Kane, dont Perline a du mal à dessiner les super-héros sans leur faire une chirurgie du fiacre, le tout étant massacré, comme à son habitude, par l'inénarrable Vince Coletta et son ancrage pourri. C'était la mode à l'époque. Quelques révélations à la fin de l'épisode nous apprennent que le peuple chat est responsable de l'épidémie de la peste noire du XIVe siècle, une révélation qui sera exploitée par Roger Stern et Steve Ditko en octobre 1982 dans le What If 35 qui avait illustré le récit alternatif où Elektra avait survécu, vu en France dans le Speed 60 en janvier 85. Les aventures de la Belle Tigra se poursuivent ensuite dans le magazine noir et blanc Monster Unleashed numéro 10, ça veut dire monstre qu'on ne peut pas lécher, dans lequel Magic Chris Claremont nous offre un remarquable récit fantastique illustré par Tony de Zuninga. Histoire intéressante, écrite à la première personne, qui nous parle de métamorphose, d'amour et de moussage de bière. T'es sûr de cette dernière affirmation? Non. Et cette histoire porte ses fruits chez Marvel qui voit tout de suite le potentiel de l'héroïne. Et Tigra revient un an plus tard dans Marvel Chiller numéro 3, daté de février 1976 et publié en France dans Le Fils de Satan numéro 9 en janvier 78. Tony Isabella y raconte en 2 pages la genèse de la créature velue, en se basant sur le texte du Giant Size Creature numéro 1, achevant définitivement de relater les origines de la belle féline. Dans le numéro 4, réalisé par Chris Claremont et Frank Robbins, Tigra doit affronter Kraven, le chasseur, dans une métaphore de la guerre des sexes, où l'héroïne s'affirme face au gros moustachu rempli de testostérone. De quoi mettre du piquant dans la sauce blanche que procure la lecture attentive de cette lecture velue. Tous ces épisodes de Marvel Chiller ont été publiés chez Haredi dans le Pocket Le Fils de Satan 9, 12 et 13. Dans le Marvel Chiller numéro 5, Tigra affronte Joshua Plague, de son vrai nom Michel Palourdio, le chef d'un gang de pillards appelé le Rat Pack, où petit à petit on voit la féline se métamorphoser en une justicière. Dans le Marvel Chiller numéro 6, elle fait équipe avec Red Wolf. Au dessin, c'est le jeune débutant John Byrne qui se charge d'illustrer ce chapitre. C'est pas du grand John Byrne, on peut même dire que parfois ça ne vaut pas un bol de cacahuètes. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Mais ça se laisse regarder quand même car les dessins sont assez énergiques et rythmés, plein de scènes d'action qui pètent grave. Les révélations s'enchaînent sur la dernière page et on voit Joshua Plague, de son vrai nom Michel Palourdio, dévoiler sa véritable identité, celle du Super Skrull. Dans le Marvel Chiller numéro 7, dont la couverture est signée Jack Kirby, on assiste au dernier épisode de la série que vous pouvez voir, je le rappelle, dans Le Fils de Satan numéro 13 en juillet 79. Le véritable problème de la saga est comme pour The Cat, cette incessante valse des auteurs et les intrigues qui n'ont pas le temps de se développer et d'arriver à terme, comme la vie de tous ces jeunes qui mangent du gras aujourd'hui, à l'image du dernier épisode dans lequel le Super Skrull perd à cause d'un artefact sans trop de précision. Cette aventure connaîtra une suite dans le Marvel Team Up 61 et 62, vu dans le 8e album de l'araignée appelé l'Infernal Equinox en 1980, un album qui fait plaisir aux mirettes mes belettes et qui saura vous apporter bonne humeur, joie et félicité. Associé à la sulfureuse torche humaine et à la nichonesque Miss Marvel avec des boobs partout, Speedy y affrontera le Super Skrull qui a réussi à ressortir de l'artefact. Le Marvel Chiller numéro 7 se termine avec une Tigra partant tel un cow-boy solitaire dans le soleil couchant vers de nouvelles aventures, belle symbolique pour la fin de la saga. Mais ces aventures continueront dans le Marvel 2-in-1 numéro 19 datant de septembre 1976, jamais publié en France à l'époque, où elle fait équipe avec The Thing, dit La Chose. J'adore cette première page avec la silhouette féminine s'introduisant dans la chambre de Ben Grimm endormi. La chatounette demande son aide pour récupérer des Nullbound. Ce sont des dispositifs enlevés au robot géant Tomazuma que les Fantastiques ont affronté dans le Fantastic Four numéro 80 et ces mêmes Nullbound ont été récupérés par Conklin Industry. Conklin Industry. Et un de ces fiefés chercheurs, quelque peu ravagé du bulbe, qui a l'étrange particularité de se transformer en créature mi-homme, mi-félin, baptisé le Cougar, compte les utiliser à de mauvaises fins. Cet épisode fait suite à une aventure des Fantastiques que les éditions Lug n'ont pas publiée à
l'époque, et il a donc été enlevé du programme du Special Strange qui pourtant d'ordinaire accueillait les 2-in-1. Tigra poursuit ses aventures dans le Marvel Team Up 67 vu dans le Special Strange 25 en août 1981. Cet épisode et la suite du Marvel Chiller numéro 4 sortent de revanche pour Kraven qui savoure enfin sa vengeance depuis que Tigra lui avait fourré la trousse à viande. Enfin, évoquons le dernier chapitre de la carrière de Tigra qui est paru dans le Marvel Premiere numéro 42 et diffusé en France dans le Fils de Satan numéro 15 en 1980. Gris, reprenant contact avec le peuple chat, apprend la mort de son mentor, Johan Tumulo. Nous le voyons au travers toute cette saga que je viens de vous présenter sans exhaustivité. Tigra a connu des fortunes diverses dans sa carrière solo, et la suite dans les publications françaises n'a pas été une chose facile. En tout cas, fallait pas compter sur Lug, qui après la diffusion de sa première histoire dans le Strange Spécial Origine 157 bis, te laissait en plan pour la suite. Et si tu voulais voir la suite, eh ben... Nique ta mère. Passant de The Cat à Tigra, elle connaîtra une nouvelle vie après ses premières tentatives solo dans les titres des autres groupes de la maison Marvel, même si elle sera souvent cantonnée au rôle d'assistante de grosses pointures marveliennes. La place de la femme, c'est à la cuisine. En particulier dans les West Coast Avengers, où bien que très présente, elle sera souvent cataloguée comme la femme libérée, et vous le savez que c'est pas si facile. À la cuisine. Dont les mœurs légères cachent une fragilité affective, un peu comme moi, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair dans l'épopée chaotique de la jolie chatounette. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À bientôt les geeks. Ulysse, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Viens ici, sale enculé. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. J'essaie de faire passer l'eau. Tu veux pas que je m'amuse, hein?